François Mitterrand est élu président de la République. 10 mai 81, chacun connaît le jour. On disait alors que la France basculait à gauche. Tous ceux qui étaient en âge de voter, de danser ou de pleurer ont gardé en mémoire l'image d'un nouveau président. Et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Comme en 1974, le duel oppose Valéry Giscard d'Estaing, ce jeune ministre des Finances qui avait gagné le match de justesse, et François Mitterrand, laboureur de gauche obstiné, qui pour la troisième fois tente de convaincre que la Ve République n'est pas la propriété de la droite. Mais s'est-on jamais demandé ce qui se passe dans la tête de celui qui remet son titre en jeu? Je pensais que je pouvais être élu, mais j'en avais pas du tout la certitude. Et que pense celui qui, à près de 65 ans, joue sa dernière chance d'accéder au sommet? Je n'ai pas vu un morceau de son visage bouger, pas une expression. C'est une journée particulière de l'histoire de France que nous allons vous raconter. Un sacre qui porte déjà le devenir de la gauche, une fête d'un soir où s'écrivent 14 ans de pouvoir. Voici RTL 7e avec Jean-Claude Larivoire. Qui sera le nouveau président de la République ce soir? Valéry Giscard d'Estaing bis ou François Mitterrand premier? Les Français à l'heure du choix, ouverture des bureaux de vote, 8h ce matin, fermeture 18h, sauf dans les grandes villes. À voter. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, 36 millions d'électeurs pour les départager, le score s'annonce serré. Le 10 mai 80, c'est un jour pour moi, une journée qui s'est passée comme toutes les autres journées d'élection. À 8h, j'arrive à rue de Bièvre. Je frappe à sa porte pour lui dire monsieur, il est 8h. Alors j'entends un mouvement, un bruit, enfin un son, donc je sais qu'il est réveillé. 9h15, il sort de la rue de Bièvre. Il s'en va au kiosque du boulevard Saint-Germain. Là, il y avait déjà un petit mouvement de foule. Il y avait des gens qui le saluaient. Et je peux pas dire bonjour à tout le monde, c'est pas possible. Et ensuite, il remonte dans la voiture avec Daniel et nous partons sur Château-Chinon. Le trajet avec François Mitterrand, 2 heures de route. Jusqu'au péage, c'est François Mitterrand qui lit son journal. Ensuite, je sens qu'il s'assoupit un petit peu, donc j'accélère. On va à 170, 180. Et puis au ministère de l'Intérieur, il se confirme que l'on a beaucoup plus voté pour ce deuxième tour des élections présidentielles que pour le premier. 30,22% du corps électoral avait déposé son bulletin dans l'urne, contre, vous vous en souvenez peut-être, 25,93% de 26. J'ai toujours fait le voyage de Château-Chinon, mais j'y allais avec Anne, ma femme à l'époque, et en entendant les taux de participation qui étaient énormes et supérieurs aux taux habituels, Anne disait « Oh là là, oh là là, oh là là, ça vote beaucoup » et elle ajoutait « La droite se mobilise ». Et donc, c'est vrai, oui, il y a eu une dispute qui était « Bon, ça va, tu me casses pas le moral, maintenant tu te tais ». C'est une journée où ça paraît probable qu'il va être élu, que Giscard n'a pas réussi à remonter le terrain, que ceci, cela, enfin c'est l'analyse politique. Ça paraît probable, mais on n'ose pas y croire. Il y avait une confiance raisonnée et une crainte irraisonnée. J'avais évidemment un adversaire, un concurrent de grand talent, parce que Mitterrand avait un talent très exceptionnel, très remarquable, très supérieur à ce qu'on peut observer à gauche depuis. Et François Mitterrand, comme souvent, prend son temps. Il est encore sur la route de Château-Chinon quand son adversaire est déjà devant les caméras, dans son fief, pour sa dernière apparition publique de la journée. Toute ma vie, j'ai voté qu'un seul endroit, en fait. C'est à Chanona, qui est un petit village, maintenant un peu plus important, dans le Puy-de-Dôme, et je vote à la mairie de Chanona.
La tradition de la famille, c'est d'aller à la messe le dimanche, donc nous allons à la messe le dimanche dans l'église, une belle église. On a un petit pot, on boit du champagne, il y a des gens que je connais, que je reconnais qui sont là, donc c'est assez chaleureux. Moi-même, j'ai le cœur un peu lourd, parce que je me dis, enfin, je n'aime pas que mes amis soient déçus. Je me dis, bon, ils sont contents, ils croient que je vais être élu, enfin bon. Moi, je pense que Giscard d'Estaing est préférable. Avec M. Mitterrand, je crois que ce sera beaucoup mieux déjà pour la femme au foyer. Pour quelle raison nous devons voter Mitterrand? Pour faire basculer le gouvernement plutôt au lieu d'attendre 7 ans. Je pense que ça va se tenir. C'est proche, les deux sont proches l'un de l'autre. Oh bien, ça va être très serré. Comment vote-t-on à midi? Nous allons en compagnie de nos reporters, de nos correspondants, nous intéresser à la participation. Vous savez qu'elle est importante aujourd'hui, cela compte. Mais tout de suite, Jacques Kessler, jetons un coup d'œil sur la météo qui a son mot à dire en ce jour d'élection. Rares sont les endroits qui n'auront pas eu de la pluie au cours de cette journée. Alors on arrive à Vieux-Morvan, Château-Chinon, et ensuite on pose la voiture, et puis il me dit « Oh, je vais aller à pied au bureau de vote, enfin à la mairie. » Et il dit « Comme ça permettra aux équipes de télévision de nous prendre en direct. » Et il s'avère, bon, bien entendu, Antenne 2 et TF1 ont loupé le truc, puisque c'est pas du tout passé. Bon, on s'en vote, mais Giscard s'est passé quand même. Il est 13h30 quand François Mitterrand rejoint le Vieux-Morvan, un banal hôtel de voyageurs où le candidat socialiste a passé toutes ses soirées électorales et qui est devenu son deuxième chez lui. Déjà, le Vieux-Morvan, je sais pas, c'est une amitié. C'est une amitié avec la famille Menuel et la famille Chevrier. Je pense que c'est ça déjà, c'est déjà une amitié. On s'était liés d'amitié depuis 1949. Et il venait après à Château-Chinon, quand il a été élu maire de Château-Chinon, il venait toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépendait. Il venait chez des amis, il venait pas à l'hôtel, restaurant au Vieux-Morvan, il venait chez des amis. C'était un hôtel-restaurant comme on n'en fait plus aujourd'hui, où on servait de solide et robuste nourriture comme l'avarin, les potées, etc. Comme toujours, c'est lui qui a donné le menu. Et d'ailleurs, il m'a fait un grand plaisir. Je me dis, c'est là, je sais que vous aimez les champignons. Je vous ai mis des champignons. Je crois qu'il avait mangé des asperges parce qu'il aimait beaucoup ça. Et puis ensuite, jambon à la crème. Je pense qu'il y avait du gigot. On sait qu'il aimait bien l'agneau. Donc il devait y avoir du gigot. Autour de la table, ils sont une quinzaine, parents, amis, journalistes, à scruter un futur président impassible, comme étranger à son propre destin. Ce qui marque, c'est la sérénité et la maîtrise de soi de Mitterrand et l'angoisse et l'énervement de tout le monde. Je ne peux pas être serein et détendu, moi, mais lui, personne ne l'est, sauf lui. Moi, je ne me lassais pas de regarder cet homme. Il jouait gros ce jour-là. Moi, je le regardais toujours, ce visage. Il y avait quelque chose. Il y a le visage, je ne veux pas dire de l'aventurier, ce qui serait déplaisant de ma part, mais quand même du joueur. C'est extraordinaire parce que c'est pas tellement loin, en fait. 81, historiquement, c'est pas très loin. Et on a l'impression qu'il baigne dans une autre civilisation. Il y a du temps, il réfléchit beaucoup, sa conversation a une densité incroyable par comparaison avec tout ce qu'on a pu voir après. Il lit énormément. Bon, c'est autre chose, c'est un autre monde. Ce qui m'avait frappé aussi, ce côté faussement détendu. On ne pensait qu'à ça. Il ne pensait qu'à cela. Les familiers ne pensaient qu'à cela. Mais c'était comme l'Alsace-Lorraine. Ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais. Donc, il fallait parler d'autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas de quoi parler? On parle de la pluie et du beau temps. Et comme le temps n'est guère fameux, eh bien François Mitterrand renonce à sa promenade rituelle autour de la ville et part somnoler dans sa chambre, la télé allumée sur un match de rugby. Je ne voulais pas qu'il oublie son premier discours aux Français, que je savais qu'il n'avait pas préparé, et je suis monté d'un étage,
Je n'étais pas réveillé. Il dormait comme un bébé. Même calme apparent chez son concurrent, mais le président sortant reste, lui, à l'abri des regards, enfermé dans son château auvergnat. Nous sommes rentrés déjeuner à la maison avec mes parents, tranquillement, comme on le fait toujours. On parle un peu, parce que c'est l'habitude, dans beaucoup de familles françaises, c'est comme ça, le dimanche après le déjeuner, on parle un peu ça. Donc ça allait jusqu'à 3h, 3h30 de l'après-midi, ensuite je me suis retiré pour bouquiner, et puis c'est fini. Il est 18h06, participation de 85,6%, soit une abstention de 14,4%. À ce moment-là, le dépouillement vient de commencer, les instituts de sondage travaillent à leurs estimations et tout converge vers un grand hôtel parisien où un institut de sondage, l'IFOP, a réuni ses invités pour leur donner la primeur du résultat. Sont ainsi associés ce soir-là le patron de l'IFOP, Jean-Marc Lèche, et l'hebdomadaire Le Point, qui a dépêché spécialement une journaliste au Vieux-Morvan pour faire un coup. Le coup, c'était d'avoir Lèche au téléphone le plus tôt possible, dès qu'il avait quelque chose de sérieux à communiquer, et de pouvoir le dire à François Mitterrand. Mais elle ne sait pas que le patron de l'IFOP va la court-circuiter. On a monté un dispositif officieux et secret avec Jean Ribou, qui est un ami de François Mitterrand et qui était aussi au Vieux-Morvan. Et donc ce dispositif est le suivant. Jean Ribou bloque la ligne téléphonique de l'hôtel du Vieux-Morvan. À partir de là, on recevait donc les coups de téléphone et on les envoyait directement dans les chambres. Vous aviez des fiches pour aller dans les chambres, chambre 14, 15 et tout ça. Et là, en l'occurrence, donc la chambre 15, la chambre du président. Donc je me débrouille pour faire donner l'information à Jean Ribou. Et puis lui dit, Mitterrand est impassible, il enregistre, il repose la question, est-ce que Jean-Marc Lèche est sûr? Jean Ribou répond oui, Jean-Marc Lèche est sûr. Et à ce moment-là, impérial, François Mitterrand descend l'escalier. Et donc il est arrivé comme ça, avec cette sérénité totale, il a descendu les marches, il n'a pas eu besoin de dire « je suis président ». Il était devenu président. Mais dans la salle à manger du Vieux-Morvan, François Mitterrand ne dit rien de son aparté avec Jean Ribou. Et il laisse s'agiter les autres porteurs de nouvelles. J'ai téléphoné à l'hôtel où se tenait la réunion avec Lèche et tous les invités du journal. Mon correspondant me dit il est élu à 52-53%. Et là, bon, j'ai raccroché. Vers 18h20, 25, je reçois le coup de fil. Je crois que c'est Jospin qui me dit écoute, tu peux dire au président, parce qu'on l'appelait tous au président à l'époque. Eh bien, écoute, tu peux lui dire que tous les sondages le donnent gagnant. Maintenant, c'est certain, il est élu. Moi, mon cœur se bat. Je dévale l'escalier et je trouve Mitterrand en train de parler à Yvan Levaille. Et il était en train d'expliquer à Anne que, contrairement à ce qu'on croit, il fait quelquefois beau à Château-Chinon, que la forêt est magnifique, mais que le sol granitique explique un certain nombre de choses, etc. Et à ce moment-là, arrive derrière lui Jean Glavany, qui visiblement veut lui parler, mais on respectait Mitterrand, on ne lui tapait pas sur l'épaule, donc Glavany reste derrière. Et puis tout d'un coup il s'arrête, je me précipite à son oreille, je lui dis... Ça, à son oreille, j'ai dit donc que je viens d'avoir Lionel Jospin qui m'a chargé de vous dire, donc je lui annonce qu'il est élu et que tous les sondages... Il me regarde et me dit, et il n'y a pas une ride de son visage qui bouge, pas une ride, rien. Bonbon, nous verrons ça. Bonbon, nous verrons ça. Et il reprend sa phrase sur la forêt du Morvan. Et là, j'ai interrompu la conversation de François Mitterrand avec Yvan Levaille et Anne Sinclair, et je lui ai dit, vous êtes élu... L'IFOP dit que vous êtes élu à 52-53%. Et lui, il lâche, c'est mieux que le contraire. Et rien. Et il continue sa leçon de climatologie, de géologie du Morvan. Et là, c'est quand même la foudre. Et là, pardon, mais je lui dis... Mais je m'en fous du sous-sol du Morvan. Vous vous rendez compte? Vous êtes président de la République. Et voilà, petit clignement d'yeux. Et en même temps, je me disais, jamais plus je n'assisterai à ça. Voilà, donc
comme les reliques du Christ. Tout d'un coup, tout le monde a annoncé la bonne nouvelle à François Mitterrand, qui la connaissait depuis un quart d'heure, depuis 10 minutes, un quart d'heure. Au même moment, Valéry Giscard d'Estaing a déjà compris qu'il avait perdu. À la fermeture des bureaux, le bureau fermait à 6 heures à Chalonnat. Un quart d'heure après, Pierre Delavitte, le maire, m'appelle et me dit « ça n'est pas bon ». Parce que tu as toujours la majorité, c'est à l'avance, point de vue majorité, mais les abstentionnistes qui ont voté beaucoup plus pour la gauche. Et je me suis dit, bon, mais c'est réglé. Alors Pierre m'a dit, c'est Chalonnat. Oui, mais Chalonnat, c'est la France, au fond. Ça, ce sont des votes nationaux, on les sent très bien. Alors le préfet du Puy-de-Dôme, qui était un très bon préfet, il m'a téléphoné peu de temps après pour me donner les chiffres de Clermont-Ferrand, mais Clermont-Ferrand fermait un peu plus tard. Et à Clermont, j'étais en minorité. À Chamalières, j'étais en majorité. Moi, je me disais, mais c'est historique, là. Je sais pas, il y a une nouvelle de Sartre où un des personnages se dit « je suis à Naples », il veut vraiment... Et là, c'est pareil, là, je me disais, c'est historique, mais tu vis une journée historique. Et puis, en fait, je trouvais ça un peu dérisoire. À 18h30, on savait que le président était président. Et donc, ce qui m'a permis de remplir les frigos, les congélateurs, les bacs à saumure de champagne, parce que je n'avais pas mis de champagne au frais. Parce qu'en 74, moi j'avais rempli les frigos. En 74, j'avais tout rempli les frigos. Mais seulement il n'y a pas eu la victoire. Là, j'ai rien fait. Par superstition. Très rares sont les témoins de la double vie de François Mitterrand avec une conservatrice de musée dont il a eu une fille, Mazarine, 7 ans plus tôt. C'est cette femme laissée dans l'ombre à Paris que le nouveau président appelle en premier. Il me dit, bon, je vais téléphoner. Donc il fait par le standard de l'hôtel, il fait composer le numéro de téléphone. Et il a Anne Pinjot au téléphone pendant 15 minutes. Rue de Marignan, à Paris, au QG de campagne de Valéry Giscard d'Estaing, personne ne se précipite pour appeler le vaincu. Premier président sorti par les urnes. Les chiffres qui tombent sont vraiment pas bons. Parce que c'est plus une défaite, c'est presque une raclée, quoi. Oui. Donc, bon, on garde un peu notre sang-froid, mais on sait qu'on ne rattrapera pas. On ne rattrapera pas. La thèse du sursaut du corps électoral s'effondre. Donc tout le problème, ça va être quand et comment on le dit à Giscard. C'est ça. C'est le Canuet, qui est quand même le plus haut gradé dans la campagne, qui dit, bon, ben, je vais appeler le président. Voilà. Alors il appelle le président, bonjour Valéry, voilà, il faut que je dise, il y a une concordance entre les différentes instituts, c'est pas bon du tout. Alors, je vais vous passer Bernard Hinault. On regarde la fourchette donnait 53 pour... un peu moins de 53 pour Mitterrand, et pour moi, un peu plus de 48. Bon, je me suis dit, les fourchettes, on ne peut pas se rattraper, donc voilà. Donc je considérais que c'était acquis. Il dit, bon, très bien, écoutez, parfait. On sent qu'il réfléchit en même temps, mais il n'y a pas de merde alors, il n'y a pas de c'est tous des cons. Vous voyez, je veux dire, c'est très, très, très calme. Dès que je vois venir une menace ou un risque, un danger, etc., tout mon système se calme. Ce qui est une chance, parce que j'ai toujours abordé les grands moments un peu difficiles de la vie dans une situation de calme complet. Donc, quand je suis informé du résultat, bon, sûrement je l'accepte, c'est rien à faire d'autre d'ailleurs, mais ce n'est pas une grande secousse, c'est au fond la confirmation de quelque chose qu'on voyait venir. Mais certains de ses supporters présents rue de Marignan ont plus de mal à digérer le résultat. Il y a donc Alain Delon qui est venu avec Mireille d'Arc, et quand à 18h30, avec l'accord de Leca, je donne pas les scores, mais c'est foutu, on est trop loin pour rattraper, ben, Alain Delon éclate en sanglots. Alain Delon pleure. Voilà. Mais vraiment, sincèrement, quoi. Il est là, un sanglot, pas une larme. Voilà. Alors Mireille d'Arc précipite sur lui.
Enfin, alors tout devient comme ça, quoi. C'est-à-dire, tout l'immeuble va devenir une espèce de navire, des tristesses et voilà. Et les gens sont pas préparés à avoir cette nouvelle-là, pas préparés. Nous n'étions pas des hommes de pouvoir qui pleuraient parce qu'ils perdaient le pouvoir. Enfin, nous étions des gens qui étions attachés à une cause. Et à mon avis, si un jour, ça n'arrivera jamais, mais si on fait une recherche sur le bon gouvernement en France, la période 74-81, c'était une période de bon gouvernement. Il y avait eu un choc pétrolier, un deuxième choc pétrolier, qui était dû à la crise politique en Iran. Et malgré ces crises, ces secousses, le budget était pratiquement en équilibre. Hein. Elles étions, bon, et la France n'était pas endettée, elle n'avait pas de dette. Donc c'était pas du tout un désaveu des Français, comme on l'a raconté par la suite, non, pas du tout. Hein. Parce que j'ai eu plus de voix quand j'en avais eu en 74, en fait. 1h30 avant 20h, les journalistes savent aussi. Rue Cognac-Jet, dans les studios d'Antenne 2, Jean-Pierre Elkabbach, Étienne Moujotte et Alain Duhamel préparent leur entrée en scène. 18h25, nous sommes toujours au rez-de-chaussée de Cognac-Jet. Nous avons les résultats. Et nous allons, les premiers, 1h30 avant les Français, avoir cette surprise du résultat historique de la victoire de François Mitterrand. Donc nous nous y préparons. Et puis, à partir de là, on travaille. Et je me souviens que Alain, Étienne et moi, nous nous sommes dit, attention à notre comportement. Et ça, on l'a dit en rigolant. Si on a l'air triste, on dira tout de suite qu'on prend le deuil. Et si nous nous marrons, nous donnerons l'impression d'avoir, comme beaucoup d'autres ce soir-là, et ça n'est que le début, retourner notre veste. Donc essayons d'être le plus sobre possible. Moi, je me suis simplement dit, ben voilà, c'est un moment quand même historique. Et il faut qu'on donne de l'éclat à cette soirée. Et donc, c'est pour ça que de mémoire, j'ai assez gardé le sourire toute la soirée. Alors, je savais que j'étais viré de refrain, parce que c'était une deal. Pour moi, journaliste, vivre cette soirée-là en direct à la télévision, c'était quand même un moment extraordinaire. Et donc, je l'ai vécu avec, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Au milieu de l'effervescence qui gagne l'hôtel du Vieux-Morvan, François Mitterrand regagne le calme de sa chambre pour s'atteler à son premier acte de président élu, rédiger sa déclaration aux Français. Est-ce par superstition, à cause de sa défaite sur le fil 7 ans plus tôt? Le candidat socialiste n'a apparemment rien préparé. Mitterrand nous réunit, Louis Mermaz, Roger Hanin, Yvan Levaille et moi, et il nous a dans sa chambre, on a commencé à réfléchir à ce que je pourrais dire tout à l'heure. Et là, je dois dire, je ne sais pas pourquoi, je suis le premier à entrer dans la chambre. Et j'ai eu le choc de ma vie parce que j'étais jamais vu la chambre d'hôtel de François Mitterrand à Château-Chinon. Bon. Et alors vraiment, sa chambre d'hôtel, c'est pas pour dire, mais je connais personne parmi les princes, nos excellences de l'époque, de droite ou de gauche, pour habiter dans un truc pareil. Non, c'est une chambre propre, hein, mais vraiment monastique, avec... la chambre du VRP, voilà. Il dit, asseyez-vous. Il me dit, ça vous étonne, hein? Et au fond, il n'était pas mécontent de l'étonnement de gens qui entraient, moi c'était mon cas, qui entraient la première fois dans la chambre du premier secrétaire du Parti Socialiste et de l'homme qui allait être roi de France pendant 14 ans. Il nous passe un papier, on sort nos stylos, et c'est impossible, se mettre dans la peau de quelqu'un qui va devenir président de la République. Je pense que ça a dû l'amuser. On était, nous, tellement transportés, tellement énervés, tellement émus, tellement bouleversés par l'événement, que rien ne sort. On sort un texte complètement merdique, mais complètement merdique. Et à un moment, il s'approche de nous, il dit, alors, c'est tout ce que vous avez écrit? On avait griffonné 1 ou 2 lignes. Et il dit, oui, il va falloir que je le fasse moi-même. Place du colonel Fabien, la direction du Parti communiste, encore assommée par l'échec historique de Georges Marchais au premier tour, c'est désormais qu'elle sera associée à une victoire dont elle ne voulait pas. Nous étions en bas.
dans le vaste hall un peu surréaliste 2001, Odyssée de l'espace, qui était l'entrée du comité central, place Colonel Fabien. Il y avait le bureau politique et les journalistes étaient là tout près. Alors, évidemment, il fallait être dans le coup, il fallait ne pas faire trop mauvaise mine. Gaston Plissonnier, qui était un pilier de l'organisation du parti, a appelé les gens de la garde et leur a dit allez, débouchez les champagnes, il faut avoir l'air gai. Voilà. Personne n'a jamais dit on veut qu'il soit battu, c'était insensé d'ailleurs. Mais nous étions dépités, inquiets pour la plupart d'entre nous, parce que nous pensions que Mitterrand allait avoir un poids trop grand relativement au poids du Parti communiste. Donc, moi, je me suis trouvé bêtement pris dans une interrogation morale, immorale d'ailleurs. Je voulais pas me désolidariser des miens à la direction, pourtant rien n'avait été dit clairement. Je pensais que c'était une stupidité, qu'il fallait pas faire comme ça. Imaginez-vous que j'ai mis un bulletin blanc. Ce résultat, effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3. Oné Welbull et C2I avaient préparé 2 images tricolores, bleu, blanc, rouge, de chacun des candidats du deuxième tour. François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Et nous leur avions demandé que jusqu'au niveau du nez, on n'arrive pas à distinguer qui était le vainqueur ou qui serait le vainqueur, pour maintenir le plus longtemps possible le suspense. 2, 1. Image fameuse pour tous ceux pour qui c'était le dévoilement de la vérité d'un vote. Pour nous, c'était presque plus la théâtralisation d'une réalité que nous connaissions déjà. Mais c'était beau à voir quand même. François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand est élu président. Ça y est, Château-Chinon a son président de la République. François Mitterrand est toujours dans sa chambre avec sa femme et ses amis. Dedans... C'était comme si l'équipe de France gagnait contre le Brésil. Hein. C'était marquer le premier but de Zidane contre le Brésil. Vous vous rappelez l'euphorie que c'était? Eh ben là, c'était pareil. Hein. C'était une explosion. Hein. C'était une explosion. Hein. Et puis, il y a eu les chiffres qui ont apparu sur les écrans de télévision. Alors là, j'ai arrêté tout de suite. Et après ça, c'était simplement la gestion de la vie quotidienne. On va dîner, on va se quitter, et voilà, terminé. Nous recevons par le canal de l'agence France-Presse une déclaration de Valéry Giscard d'Estaing qui est transmise par l'Élysée. J'adresse mes vœux à M. François Mitterrand pour son élection à la présidence de la République, déclare Valéry Giscard d'Estaing. Je crois avoir fait tout ce qui dépendait de moi pour expliquer aux Françaises et aux Français la portée et les conséquences de leur choix. Je remercie chacun de ceux qui ont bien voulu voter pour moi. Le témoignage de leur confiance ainsi que celui des jeunes qui m'ont aidé dans ma campagne m'ont profondément touché. Je continuerai bien entendu à défendre les intérêts essentiels de notre pays, conclut Valéry Giscard d'Estaing. Aucune autre parole, aucune image. Le président sortant avait prévu de rester invisible en cas de défaite. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était ce que faisaient les gens de grand talent. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Alors, le premier, c'est Disraeli, qui est donc un homme d'État britannique de la fin du 19e siècle. Et les jours d'élection, il rentrait chez soi, se bouclait, ne disait rien. Et il prenait connaissance vraiment des résultats qu'au lendemain. Alors, j'ai fait ça. Ce 10 mai, en France, est un beau jour pour la démocratie. François Mitterrand a opéré autour de lui un magnifique rassemblement populaire. Aujourd'hui, il rassemble les Français pour une grande ambition collective. Si jamais des Français voulaient manifester leur joie, puisque je disais que c'était un jour de joie,
nous pensons que c'est sur la place de la Bastille qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Il y avait pas une dispute, mais une querelle, oui, qui a tourné à dispute entre Quilles et moi en particulier, sur le point de savoir si on organisait une manifestation à côté de Solferino. Ce qui était, de mon point de vue, extrêmement dangereux, parce que Solferino, la rue de Solferino, elle donne sur la Seine, elle sur le quai. Et elle me disait, mais il va y avoir si Mitterrand est élu, je disais, mais il va y avoir 50 000 personnes, il y a des gens qui vont tomber dans la Seine. Donc il ne faut pas faire... C'est de faire qui a tranché, qui m'a donné raison, et qui laisse organiser sa fiesta à la Bastille, là-bas. Une fiesta minutieusement préparée, avec l'aide d'une entreprise de spectacle. 1 heure plus tôt, 2 semi-remorques ont livré podium, sonorisation et écran géant. Des artistes occupent la scène, mais à 21h, toujours aucun politique. De faire comme vous et comme nous la fête ce soir à la Bastille. Et c'est à ce moment-là que la nouvelle est parvenue, des gens commencent à affluer, place de la Bastille, il se passe quelque chose, il y a beaucoup de monde, et on a pensé que les dirigeants socialistes, peut-être Mitterrand lui-même, allaient s'y rendre. Alors, le regard circulaire a parcouru les 20 membres du bureau politique, et puis le même Plissonnier, avec l'aval de Georges Marchais, qui essayait de faire le bravage, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, a dit « Pierre, tu peux peut-être y aller ». Au même moment, à Bobino, rue de la Gaîté, autre spectacle, même ambiance, Guy Bedos fait son numéro. À l'époque, Guy avait un spectacle, un one-man show, au vitriol sur Giscard. C'est-à-dire que vraiment, je défie aucun spectateur qui avait vu le spectacle de Bedos de voter Giscard après. Et que la dernière était fixée le 10 mai après-midi. J'aime pas Giscard, j'aime pas Chirac, j'aime pas Pognat, j'aime pas Fourcade. C'est ce qui se passe, il y a des gens qui savent avant, etc. Et bien, je ressentais que ça montait. Je n'ai pratiquement pas joué mon spectacle ce soir-là. C'était une sorte de causerie, de meeting final. Et là, l'homme de spectacle Bedos m'a absolument bluffé. Il avait fini son spectacle, donc ça ne fonctionnait que sur les rappels. Et il arrive sur scène et il dit « Je sais un truc, mais je ne vais pas vous le dire, parce que si c'était pas vrai, on serait tous déçus. » Donc déjà, Bobino se lève, les gens s'embrassent, une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure avant les résultats officiels. Et je me souviens que, c'était joli d'ailleurs, que des gens de mon entourage étaient allés chercher des roses et qu'à la fin, le public exultait, etc. On a, pas moi, j'ai pas voulu faire ça, mais des filles de ma bande ont balancé des roses dans la salle. C'était joli, parce que les gens étaient heureux. Et dans sa revue de presse, il disait, puis ces journalistes qui sont à la botte de Giscard, les Duhamel, les El Kabbach, faudra les virer. Alors il se reprend, il dit non, on va pas les virer, pas de chasse aux sorcières, non, on va les changer d'affectation, on n'a qu'à les mettre à la météo. Et j'ai entendu donc, à la Bastille, la foule scander El Kabbach à la météo, El Kabbach à la météo. J'ai pas demandé de droit d'auteur. J'ai plus tard entendu des gens dire il y a des groupuscules qui sont passés devant les vitrines de certains magasins près de la Bastille où vous étiez, vous, Cavada, Duhamel, en train de faire vos commentaires. Et les gens disent Moujotte, Ochiot, El Kabbach, je sais pas quoi, les Duhamel pendus, les deux frères, etc. Ça nous a fait rire. C'est classique, c'est normal, c'est un mouvement de colère et en même temps de libération. 23 ans sans victoire de la gauche. Et effectivement, jour après jour, ça a pris plus de place. Mon nom a pris plus de place. Et on avait l'impression qu'il y avait eu 2 vaincus aux élections, Giscard et moi, comme si on avait fait un tandem, comme si j'avais été élevé dans le château avec lui. La Bastille, ce soir-là, a aussi son rendez-vous chic et branché. Plutôt que de se mêler à la grande foule, le tout Paris préfère s'arrêter au bord de la place, à la brasserie Boffinger. C'est la fête des nouvelles littéraires, l'hebdomadaire de Jean-François Kahn. Le patron de Boffinger, en plus, il était basque. Et je ne sais pas s'il était de gauche ou de droite, mais il s'était mis en tête que si Mitterrand était élu, il donnerait l'indépendance au Pays Bas. C'était son truc à lui. Il était convaincu qu'il donnerait l'indépendance au Pays Bas.
Alors, je vais le voir. Je lui dis, écoutez, vers 18h, on saura qui c'est. Il était très lu. Il dit, combien vous serez? Alors, je lui dis, ouais, 200, 250, 300. Il dit, oui, d'ailleurs, je vais faire venir des pâtés, des terrines, c'est très bien. Il était tout à fait exalté. Et cela dit, il n'est pas venu 250 ou 300 personnes. Il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a une... Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de... Dans tout Paris, c'est dit, voilà, il y a un endroit où il y aura tout le monde, de bouche à oreille, chacun téléphone à son copain et tout. Et en vérité, il est arrivé 3000 personnes. Ce qui fait qu'il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Il devait y avoir d'Ormesson, il devait y avoir Jean du Tour. Vous voyez, il y avait absolument tout le monde. C'était absolument incroyable. Voilà. Il y avait des scènes. D'ailleurs, je me souviens, il y avait Aragon qui est venu, par exemple. Hein, et il s'est installé à une table, il mangeait, il était tout à fait bien. Et à 1h du matin, il s'est levé et il a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit, on fêtait quoi exactement? François Mitterrand, lui, continue de s'attarder dans son décor de France profonde. Il est près de 22h quand le nouveau président sort de sa chambre d'hôtel et se montre aux caméras. La foule est électrique. M. Mitterrand commence à avoir du mal à rentrer dans le restaurant, enfin dans la salle où il était. Les gens s'accumulent, commencent à envahir l'établissement. Pendant que le maître d'hôtel du Vieux-Morvan entonne la Marseillaise, le nouveau président de la République doit monter sur la terrasse de l'hôtel en compagnie de sa femme Danielle pour répondre enfin au vivat de la foule venue de toute la région. Quand il sort du Vieux-Morvan, il y a beaucoup de brouillard, énormément de monde. Et puis brusquement, on est écarté de François Mitterrand avec qui on était il n'y a pas encore tellement longtemps, par des gens civils. On apprendra que c'est la protection du président qui est là, et il nous est retiré. « 22h, le peuple de gauche a envahi les rues. Sur une place de la Bastille déjà noire de monde, surprise, les premiers politiques acclamés par la foule ne sont pas les premiers disciples du nouveau président. Michel Rocard, l'ancien rival de Mitterrand qui a tenté d'être candidat à sa place, et Pierre Juquin, le porte-parole du PC qui n'a même pas voté pour lui, ont été les plus rapides. Nous entendons par radio la consigne, le slogan « Tous à la Bastille ». Alors je demande à mon chauffeur de changer de route et de partir pour la place de la Bastille. Bon, d'abord, il a fallu y aller à la Bastille. Les rues étaient noires de monde. Les gens affluaient vers la Bastille. Et il y avait énormément de jeunes. Il y avait des banderoles déployées. On chantait, même Mitterrand du soleil. Hein. Alors j'ai accueilli Pierre Juquin, puis j'ai accueilli d'autres responsables en leur disant, en leur expliquant que le programme politique ne commencera qu'avec l'arrivée du premier secrétaire. Mon idée n'était pas le premier, ça n'avait pour moi pas d'importance. Ce qui venait de s'avérer était tellement formidable que je ne me préoccupais pas de ce genre de choses. Et puis Rocard est arrivé, qui n'avait pas été invité, mais qui avait eu vent de l'affaire. Et donc Michel me dit, bon alors comment ça se passe? Alors il était assez tendu, je dois le dire. Je lui explique que pour l'instant on est dans la partie animation et que Lionel, la décision du parti, c'est d'attendre le premier secrétaire qui ouvrira la partie politique de la soirée. Et il me dit donc je ne peux pas monter sur la tribune. Je lui dis écoute, a priori non, si tu me le demandes à moi, je ne peux que te répondre cela. Nous restons là un bon quart d'heure avant que quoi que ce soit ne se passe, et puis la foule commence à s'énerver. Et quand on est une trentaine de mille, l'orchestre commençait à jouer des choses, mais visiblement ça ne pouvait pas rester très très longtemps comme ça. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Alors nous nous regardons, Juquin et moi, on a tous l'habitude de l'autorité politique, on n'est pas des petits garçons, on n'est pas des débutants. Et on se dit, écoute, il faut commencer, hein, ils finiront bien par arriver. Le commentaire n'était pas très difficile. Et donc, on décide qu'on va ouvrir le meeting. Juquin et moi, tout seul, il n'y a encore personne. Il y avait un service d'ordre du PS qui empêchait l'accès à la tribune, bien entendu. Alors quand Juquin et moi décidons d'intervenir pour ouvrir, il faut monter. Et le service d'ordre tente de me barrer la route à moi. Il n'y a pas de mots là-dedans. Il y a des coups d'épaule. Bon. Mais enfin, je ne suis pas facilement intimidable. Et l'idée que le service d'ordre se mette à me taper dessus au cas de sanction avec la foule qu'il y avait là, était impossible. J'ai donc débordé férocement et fermement, très fermement, le service d'ordre en question, tout en rigolant beaucoup à l'intérieur de moi-même. C'est quand même assez savoureux. C'est pas tout à fait le PS, c'est le service d'ordre mitterrandien. C'est clair et conflictuel. Et alors, il faut prendre la parole, et je regarde Juquin avec une petite inquiétude dans la voix, puis je lui dis qui commence. Et toujours est-il qu'il me répond, écoute, c'est toi qui représente de loin le plus gros, c'est toi qui commence. Voilà pourquoi j'ai été le premier orateur à la Bastille, et ce fut assez inouï. C'est toute la France, et non pas la moitié, qui, à partir de demain matin, entreprend de se construire un avenir nouveau. Mais ce soir, je crois que nous pouvons d'abord saluer la victoire d'un grand candidat. Peu après mon discours, la foule s'est mise à scander « Rocard, Matignon, Rocard, Matignon ». Ça prenait une dimension un peu difficile. Là, je n'ai pas réfléchi. J'ai vraiment pas réfléchi. C'est sorti de moi-même, j'ai dit, je suis heureux. Je suis heureux parce que nous sommes ensemble et que nous allons marquer de nouvelles victoires, de nouveaux succès. Pierre Juquin a été très sobre. Il faut dire qu'après le début que j'avais donné, il ne pouvait pas trop s'emballer. Pour avoir les patrons, pour avoir les privilégiés, pour avoir ceux qui ont trop de tout pendant que nous connaissons le chômage. Et moi, il faudra, avec mon épouse qui était là, que la police m'aide à m'extraire tellement il y a un assaut de foule qui me veut à Matignon, il le crie, il le hurle. Et puis, je suis menacé d'asphyxie par l'enthousiasme communicatif du rapprochement. Et je suis sorti de là dans un car de police, avec ma femme. C'est un moment étrange, mais assez fabuleux. Je n'entends pas la gauche chanter. Michel Rocard a déjà quitté la Bastille quand le successeur de François Mitterrand à la tête du parti parvient enfin à fendre la foule. Il y avait tellement de monde et les gens me reconnaissaient dans la voiture que, à partir d'un certain moment, j'ai baissé la fenêtre, j'étais devant, à côté du chauffeur, un camarade du PS, et les gens passaient parfois les mains, parfois les lèvres pour m'embrasser, plutôt les femmes quand même, à travers la vitre et me touchaient, si vous voulez, comme si j'étais un peu un substitut à François Mitterrand. Et donc les gens pénétraient à l'intérieur de la voiture d'une certaine façon, le buste m'embrassait, me touchait. C'était sous la pluie, comme on s'en souvient, mais c'était une pluie en même temps, c'était pas une pluie glaciale, c'était une pluie douce. Ça avait quelque chose de rafraîchissant, si vous voulez, presque comme quelque chose de fécondant, en quelque sorte. 22h20, à la mairie de Château-Chinon, François Mitterrand prend place dans la salle du conseil municipal où micros et caméras l'attendent depuis des heures. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté
thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Et parmi les spectateurs de cette allocution, Pierre Mendès France, la grande figure de gauche des années 50 et 60, qui assiste au triomphe de son camp et de son rival. La scène se passe dans l'appartement d'un de ses amis, l'avocat Georges Kejman. On est tous là. Mendès, à ce moment-là, souffrait déjà physiquement, avait du mal à se déplacer, mais on regarde de manière fixe l'écran de télévision. Pendant le discours de Mitterrand, je ne regardais pas Mitterrand, je regardais Pierre Mendès France. Cette victoire est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville... Et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mendès, qui misérablement avait fait en 69 5% des voix dans une élection qu'il déteste? Est-ce qu'il dit, c'est formidable, ce type c'est un usurpateur, je devrais être à sa place, je ne sais pas. Mais c'était ma seule question et on ne voyait rien. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté... Et je me souviens qu'il avait un bol de taboulé et qu'il bouffait son taboulé sans aucune émotion. Parce que Mendès n'était pas homme à sauter comme un cabri parce que son candidat, car c'est quand même son candidat, vient de triompher, ben c'est possible, mais moi je puis l'affirmer, Mendès ce jour-là était heureux. C'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci. François Mitterrand est ainsi le premier président sous la Ve République à s'adresser directement aux Français le soir de son élection. Il n'est pas président de la République. Il est élu. Et il devient président de la République que 8 ou 10 jours plus tard. Donc, le 10 mai 1981, il y avait le président de la République, c'était moi, en fait. Et c'est donc un futur président qui prend la route de Paris. Il est 22h50. Il y avait tellement de monde dans cette petite cour de Château-Chinon que les gens s'agrippaient à tout, aux portières, à l'antenne de radio. Et on récupère notre vieille voiture, notre vieille R30 marron avec laquelle on a fait toute la campagne depuis 78. Vous voyez, c'était une vieille voiture, quoi. Et on part, et il s'avère que sur la route, il voit une journaliste qui l'avait interviewé, avec qui il était l'après-midi même en terrasse. Il dit, montez donc avec nous. Donc j'ai dit oui, d'accord, merci Monsieur le Président, et voilà. Et donc je me suis retrouvée dans cette voiture et qui était en tête d'un très long cortège, parce qu'au fond tout le monde rentrait à Paris, les journalistes, l'entourage de Mitterrand. Certaines réactions à la victoire de François Mitterrand en provenance de certaines capitales étrangères. Que représente l'élection de François Mitterrand. D'ailleurs, si vous les passagers parlaient très peu. C'était d'ailleurs ça qui était émouvant aussi, si vous voulez, parce qu'on allume la radio et ce qui faisait qu'on était dans la voiture d'un homme qui venait d'être élu président de la République, c'était la radio qui nous le renvoyait. Dans ce télégramme, l'espoir de rencontrer bientôt le nouveau président pour avoir des entretiens approfondis avec lui. Il y a un moment, comme ça, Mitterrand s'est tourné vers Danielle Mitterrand et il lui a dit ce soir, Danielle, tu avais l'air très émue. Et évidemment, elle lui dit comment ne pas l'être. Et elle enchaîne j'ai pensé ce soir aux 5 hommes qui n'allaient pas mourir. Et aussi bien Mitterrand que Christine Guzrenal que moi, je l'avoue, il y a eu un instant comme ça mais de qui parle-t-elle jusqu'à ce qu'évidemment il se rappelle qu'il y avait dans les prisons françaises 5 condamnés à mort et que Mitterrand s'était engagé à abolir la peine de mort quoi qu'il arrive. Donc Madame Mitterrand lui disait ça, qui était alors, pour le coup là, un propos très fort, très politique. Et puis à la Bastille, donc on entend Juquin, qui à l'époque était membre du Parti communiste, dire « Je suis très heureux de l'élection de François Mitterrand ». Et Mitterrand, impassible, dit « Quelle comédie !» 1h du matin, au péage de Fleury-en-Bière, à une 50aine de kilomètres de Paris, les barrières se lèvent, le cortège est devenu présidentiel. Et d'un seul coup, on voit un groupe de motards qui nous rejoignent, mais ça, c'était des motards qui n'étaient pas du tout prévus, en uniforme, sous la pluie, qui nous prennent en main. François Mitterrand dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, à mon avis, il va falloir que vous y habituiez, parce que maintenant vous êtes président. Oui, mais quand même.
ils avaient réservé une voie du péage et on est passé sans payer. Et là, François Mitterrand dit « Ah non, il faut payer ». Là, il va être un peu tard pour faire marche arrière parce qu'on a passé le péage et on est encadré par la police et c'est eux qui nous autorisent. Ah non, non, mais je veux pas que ça se passe comme ça. Et c'est là que Mme Mitterrand dit « Ça y est, les privilèges commencent » ou les passe-droits. Non, les passe-droits commencent. Deux journalistes sont sur leur moto sous la pluie aussi. Il pleuvait un peu moins d'ailleurs quand on arrive au péage. Veulent absolument que Mitterrand ou lève le pouce ou fasse lever de la victoire. Bon, il ne le fait pas. Il ne tourne même pas la tête. Hein. Il regarde droit devant, imperturbable. Et c'est Madame Mitterrand. D'ailleurs, moi aussi, je suis un peu tournée comme ça parce que je regarde ce qui se passe. Et Madame Mitterrand lève le pouce parce qu'à la demande, mais c'est à la demande des. Bon. Donc on était encore dans une période où les présidents, en tous les cas Mitterrand, se tenaient comme un président. Hein. Ça se tient droit, ça ne regarde pas les journalistes, c'est pas dans la com, ou ça fait semblant de ne pas être dans la com. Et tout à coup, j'entends Daniel entonner l'international et François Mitterrand qui fredonne en même temps. Ah non, on n'a pas chanté du tout. On n'a absolument pas chanté. Chanter quoi? Mais ça faisait un effet assez phénoménal, parce que François Mitterrand chantant, déjà, moi, j'avais jamais entendu chanter. J'ai un souvenir très précis de cette... Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, mais je sais qu'on n'a pas chanté, et sûrement pas l'Internationale. Le futur président est encore loin de Paris et de l'Élysée que déjà, dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés, quelques hommes de l'ombre de la campagne de Mitterrand se sont donné rendez-vous. Parmi eux, un fils de pub, Gérard Collé, l'un des concepteurs avec Jacques Séguéla de la fameuse affiche de la Force tranquille. J'entre chez Libre et ce soir-là, donc, soir exceptionnel, le père Caz avait installé quelque chose de rare, c'est-à-dire une grande tablée à droite en entrant, c'est-à-dire là, à l'endroit où il faut être vu. Et là, je trouve donc André Rousselet qui présidait et plusieurs personnalités socialistes. Donc il y avait Attali, il y avait Boublil, il y avait Filiou et quelques autres qui étaient sur les hors-d'œuvre avaient été servis et donc sur les œufs mayonnaise, on avait déplié le 4 pages, sorti en édition spéciale ce soir-là, et il avait un écorché du palais de l'Élysée. Et là, il y avait des discussions très animées pour se répartir les bureaux. Et donc, Attali a pointé le bureau immédiatement mitoyen de l'ancien bureau de Charles de Gaulle, inoccupé depuis son départ, et elle dit, c'est là que je serait. Donc Boublil a dit, moi je me mettrai là. Et c'était donc un bureau symétrique qui était malheureusement prévu pour le secrétaire particulier. Et donc j'ai assisté à ça, je trouvais ça assez effarant. Et donc j'ai quitté ces éminences pour rejoindre la foule qui ricanait de l'autre côté de la vitrine, pensant que ces gens-là étaient forcément ceux qui avaient perdu le pouvoir, puisqu'ils étaient chez Lippe. Il est plus d'1h du matin quand François Mitterrand rejoint enfin la capitale, où on chante encore dans les rues. On rentre dans Paris, il y avait déjà de la liesse, il y avait des concerts de klaxon, etc. Voilà, et puis arrivé à Solferino, on est rentré, on est allé... C'était une liesse incroyable, beaucoup de mal à rentrer. Je vais l'accueillir en bas, par une rue adjacente, et là, il monte vers son ancien bureau, vers mon bureau, dans un absolu tohu-bohu. C'était drôle parce que il y avait à la fois des
de ceux qui avaient été auprès de lui dans toutes ces batailles depuis 1971, dans la reconstruction du Parti socialiste, qui a quand même contribué à sa victoire, quoi. Et puis, il y avait ceux que la victoire attirait comme des papillons, qu'on ne serait pas forcément attendu à voir, quoi. Certains nous faisaient plaisir, comme Coluche, par exemple, qui était dans le bureau de mes assistantes et secrétaires, qui était complètement envahi, et qui bavardait avec elle, disait alors les cocottes, vous êtes contentes, enfin bon. Et c'est très tard dans la nuit, après avoir quitté le siège du Parti socialiste, que François Mitterrand s'accorde enfin un instant d'intimité. Et là, on repart et là, les motards veulent nous suivre et je dis aux motards, c'est fini, on va rentrer tout seul. Alors, parce que Mitterrand, il me dit, on va d'abord passer voir Anne. On est arrivé du côté de Saint-Germain-des-Prés, enfin à Saint-Germain-des-Prés, il est resté 10 minutes parce que Anne et Mazarine dormaient. La jeune femme a passé la soirée seule avec son frère et Mazarine, triste et inquiète de perdre l'homme qu'elle aime. François Mitterrand la rassure, son élection, croit-il, ne changera rien à leurs habitudes, et 1 an plus tard, le président fera déployer les moyens de la République pour préserver ses secrets. Quand on est arrivé rue de Bièvre, à ce moment-là, on a pris le sens interdit et il est arrivé devant la maison. Et il me dit, bon, quelle journée, qu'il me dit. Hein. J'avais sa clé, il rentrait, j'ai déposé ses affaires dans sa chambre et j'ai repris ma voiture et je suis reparti. Ça a été une journée, l'une des plus fortes de ma vie, dans la mesure où j'amène le matin un premier secrétaire à Château-Chinon et je le ramène à Paris, président de la République. 30 ans passés, les 14 ans de mitterrandisme ont un peu écrasé les souvenirs de cette soirée inaugurale et les passions désormais retombées ont laissé place à une mémoire un peu floue, comme si chacun avait ramené ce 10 mai à sa propre histoire. Il faisait très beau. D'ailleurs, c'est intéressant, les 2 grandes élections que j'ai vécues, c'est les élections présidentielles, le ciel était bleu. C'était des belles journées. Il y avait la pluie qui tombait, et puis il y avait aussi ce brouillard. Très important quand même ce brouillard parce que il donnait encore une fois ce côté un peu fantasmagorique à ces scènes que nous vivions, et puis il jouait aussi un peu ce rôle d'amortisseur de bruit. Je n'ai pas le souvenir qu'il pleuvait. Oui, peut-être qu'il a plu, mais c'est comme à Versailles du temps de Louis XIV. Je pense que ce jour de triomphe de la gauche, il ne pouvait pas pleuvoir.